Bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on commence. J'ai l'impression que voilà, qu'il y a plus grand monde qui est en train d'entrer dans la salle. Oui. Alors merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis Alice Artigue, je suis directrice projet chez Transition. Transition, c'est un cabinet de conseil en stratégie du développement durable et nous accompagnons les entreprises, les acteurs publics, les filières agricoles vers des modèles de production, de consommation et d'organisation du territoire plus durables et plus justes. Je suis aujourd'hui ici avec mon collègue Hugo Andrieux, qui, au sein de Transition, est responsable du mécanisme de gestion des alertes pour l'initiative collaborative Action for Sustainable Derivatives, ou ASD, qui est co-gérée par Transition. Nous avons invité David Gaveau, ici présent également, fondateur de The Tree Map, qui gère une plateforme qui s'appelle Nusantara Atlas, qu'il va vous présenter, qui permet d'identifier les alertes de déforestation en temps réel dans la filière palme. Et enfin, Jérôme L'Oeil, ici présent également, responsable de l'approvisionnement responsable en dérivés biosourcés chez CEPIC, une entreprise qui crée des ingrédients pour la santé et pour la beauté, va nous faire part de son retour d'expérience. Je vais commencer par rappeler quelques-unes des urgences qui nous rassemblent aujourd'hui ici à ProDurable et pour cette conférence. Donc en 2022, la disparition de forêts tropicales primaires a augmenté. La disparition a augmenté de 10% par rapport à 2021. C'est l'équivalent de la superficie de la Suisse qui a disparu en un an. Et 40% de la déforestation dans le monde, cette fois-ci, est imputable à la production de matières premières agricoles ou à l'extraction de minerais. Par ailleurs, chaque année, de nombreux cas de travail forcé, de travail d'enfants, de violation des droits humains, d'accaparement des terres ont lieu au sein des chaînes d'approvisionnement des entreprises en lien avec la production de matières premières agricoles ou l'extraction de minerais. La gestion des plaintes est dans ce contexte un outil pour les entreprises pour répondre à ces différents risques et pour lutter contre la déforestation et les cas de déforestation de violation aux droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement. Mettons donc d'abord d'accord sur le vocabulaire. Donc une plainte est une accusation contre l'activité d'une entreprise qui est soupçonnée d'avoir porté atteinte aux droits humains ou à l'environnement. Elle peut être formulée par un individu, par les travailleurs, par une communauté ou par une organisation de la société civile. On utilise également le mot grief ou grievance en anglais. L'alerte, quant à elle, est un signal qui permet d'avertir d'un problème avant que celui-ci se transforme en plainte. Alors pourquoi agir maintenant ? Un mécanisme de gestion des plaintes est une façon pour une entreprise de gérer les risques au sein de sa chaîne d'approvisionnement, mais pas seulement, c'est aussi un moyen de créer de la valeur. Cela permet de générer un impact positif dans sa chaîne d'approvisionnement, de sécuriser l'approvisionnement long terme, de devenir un partenaire commercial préférentiel pour ses clients, d'améliorer les processus internes de qualité et de responsabilité, et de renforcer la confiance des parties prenantes grâce à une transparence proactive. À l'inverse, quels sont les risques à ne pas agir ? Tout d'abord, une entreprise s'expose à un impact négatif sur ses affaires, par exemple suite à un gel des affaires ou à une mauvaise réputation. Elle s'expose également aux griefs et aux demandes d'engagement de ses fournisseurs. Et enfin, elle s'expose à un risque réglementaire qui est croissant aujourd'hui. En effet, le cadre réglementaire européen et national se renforce et de nouvelles obligations s'imposent pour les entreprises en lien avec les impacts socio-environnementaux dans leur chaîne d'approvisionnement. Par exemple, la proposition de directive européenne sur la diligence raisonnée mentionne explicitement la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes par les entreprises. Et de façon générale, un tel mécanisme permet aux entreprises de faciliter la mise en conformité avec d'autres réglementations, telles que le règlement sur la déforestation importée. Je vais maintenant laisser la parole à Hugo.
Merci Alice. Donc maintenant qu'on sait pourquoi il est important de mettre en place un tel mécanisme, je vais vous détailler du coup comment le faire, et ce en commençant avec un peu de théorie. Alors, pour une entreprise, un mécanisme de gestion des plaintes est un ensemble de processus qui permet justement de la résolution de celles-ci. Et il existe des facteurs clés de succès pour intégrer au sein de votre entreprise un tel mécanisme. Donc le premier facteur clé de succès, c'est une gouvernance adaptée. Donc d'avoir au sein de votre entreprise des personnes qui ont justement la responsabilité de la gestion des plaintes, mais aussi la création de canaux de communication entre vos différents départements, donc par exemple entre les départements achats, les départements de vente, mais aussi les équipes vos équipes RSE. Et enfin, le dernier point sur la gouvernance, il est important aussi de former vos employés à ce type d'enjeu. L'autre facteur clé de succès, c'est d'avoir des étapes au sein de votre mécanisme qui sont claires et transparentes. En effet, grâce à cette transparence, il sera possible de diffuser de l'information, mais aussi d'identifier de manière précoce des plaintes et de responsabiliser aussi l'ensemble des acteurs au sein de votre chaîne d'approvisionnement. Et enfin, le dernier facteur clé de succès, c'est de comprendre que la mise en place d'un tel mécanisme est un voyage, un processus étape par étape, avec une amélioration continue qui est nécessaire. Donc il sera nécessaire d'avoir un système d'évaluation des différentes étapes et d'identifier du coup les gaps qui seront donc du coup observés lors de l'évaluation, et de mettre en place justement des actions correctives. Donc maintenant, si on s'intéresse un peu quelles sont vraiment les étapes au sein d'un mécanisme de gestion des plaintes, donc vous avez un détail ici sur les différentes étapes que l'on recommande du coup pour intégrer donc un mécanisme de gestion des plaintes. Donc la première étape, ce sera de mettre en place un système de veille qui permettra d'identifier des plaintes au sein de votre chaîne d'approvisionnement. La deuxième étape, ce sera justement d'analyser cette plainte grâce à une grille d'analyse qui devra être le plus objectif possible, et qui permettra aussi d'évaluer la gravité de la plainte. Et en lien du coup avec la plainte et les conséquences observées sur le terrain, il faudra mettre en place des actions correctives adaptées. Et donc c'est l'étape suivante, donc d'avoir justement un plan d'action qui plus est limité dans le temps. Il faudra aussi suivre les actions que vous avez décidé de développer, et de communiquer aussi l'issue de la résolution de la plainte. Donc cette résolution d'une plainte peut se faire de façon individuelle, mais cette résolution peut se faire aussi de façon collaborative. Vous pouvez travailler justement avec votre réseau, mais aussi vos partenaires pour résoudre une plainte, et ça présente de multiples avantages, que vous voyez ici quelques exemples cités sur la slide. Donc le premier, c'est bien sûr de mutualiser les ressources, mais aussi de partager donc, du coup, des informations clés et des méthodologies clés. De s'aligner entre au sein de votre secteur sur les bonnes actions à prendre pour remédier aux conséquences observées sur le terrain. Et enfin aussi d'avoir des leviers d'action. Par exemple, un acteur seul sur son marché a possiblement peu de poids, mais au collectif, cela permet d'avoir du coup des leviers plus importants, et aussi donc un pouvoir de négociation plus important. Donc pour illustrer donc, du coup, cette approche collaborative, nous avons choisi de vous présenter donc, l'initiative Action for Sustainable Derivatives, qui donc, est co-dirigée par Transition et l'ONG BSR. Donc cette initiative a été créée il y a 3 ans par des utilisateurs de dérivés du secteur de l'oléo, de la cosmétique, mais aussi des détergents. Et aujourd'hui, on compte environ une trentaine de membres au sein de cette initiative. Et le champ d'application de cette initiative est aujourd'hui principalement axé sur la transformation de la chaîne d'approvisionnement des dérivés en huile de palme. Alors pour comprendre un peu pourquoi nous avons créé cette initiative, il faut revenir aussi à la caractéristique de la chaîne d'approvisionnement des dérivés d'huile de palme. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, entre les acteurs en aval, donc du coup les sociétés de cosmétiques, de détergents, et les plantations d'huile de palme où ils produisent justement les régimes d'huile de palme, il existe une multitude d'acteurs. Multitude d'acteurs, vous avez donc
les plantations où il produit l'huile de palme. Vous avez donc les moulins où il produit les régimes. Vous avez ensuite les moulins qui transforment du coup ces régimes en huile. Et ensuite, cette huile va être utilisée par les raffineries pour être raffinée, mais aussi pour produire des acides gras qui seront ensuite utilisés comme ingrédients par les sociétés oléo et les surfactants pour aboutir donc, du coup, aux matières premières utilisées enfin pour la production de shampoing et d'autres produits. Donc une multitude d'acteurs, et donc l'acteur qui se retrouve en aval a une peu connaissance de l'origine des fruits, du fait qu'en fait que les transactions au sein de cette chaîne sont difficilement traçables. Vous avez donc une chaîne historiquement opaque et complexe, et aussi vous avez donc, du coup des acteurs en aval qui reçoivent des plaintes qui concernent justement des enjeux observés donc en amont de la chaîne au niveau des plantations. Donc ces acteurs-là procèdent peu de levier d'action du fait de cette complexité de la chaîne. Donc vous avez des acteurs en aval qui sont exposés aux mêmes risques, mais aussi aux mêmes plaintes, et qui aussi ont des engagements d'approvisionnement responsable qui sont similaires. Donc cette initiative a été créée pour justement regrouper ces acteurs et pour faciliter la production et la diffusion de données, d'informations, mais aussi de solutions pour transformer la chaîne d'approvisionnement en dérivés d'huile de palme. Donc l'objectif final, bien sûr, c'est de parvenir à une chaîne d'appro qui soit exempte de déforestation, de violation de droits de l'homme, et qui soutient aussi les moyens de subsistance des communautés locales. Donc maintenant, toujours un petit focus de comment on a accompagné donc, les membres à construire un système collectif de gestion des plaintes. Donc vous allez voir, il y a différentes étapes qui reprennent celles que j'avais présentées au début, mais cette fois-ci un peu plus illustrées. Tous les ans, l'ASD va réaliser pour le compte de ses membres un exercice de traçabilité. Donc grâce à cet exercice de traçabilité, on va être capable de dire quels sont les acteurs qui sont dans la chaîne d'appro de nos membres. Et on va aussi construire un système de veille qui va permettre d'identifier les plaintes qui ciblent justement les acteurs présents dans la chaîne des membres. En complément aussi, on va échanger avec la société civile pour être au courant des derniers cas, et on va aussi investir dans des outils qui vont nous permettre d'identifier des cas précoces. Donc pour citer quelques outils, donc on va travailler notamment avec Lula, Kumachaya, qui sont des outils qui vont permettre aux travailleurs de faire remonter lorsqu'ils vont être victimes de violations de leurs droits de façon anonyme et sécurisée. Et sur la partie environnementale, on va travailler donc, du coup, avec New Center Atlas, donc, dont le cofondateur est présent aujourd'hui, David, pour identifier des cas de déforestation en temps réel. Alors, une fois qu'on a identifié, il faut analyser ces plaintes. On a construit une grille d'analyse qui permet aux membres de l'ASD d'avoir une bonne compréhension des cas, donc à savoir quelle est l'allégation. Est-ce qu'il s'agit d'un cas de déforestation? Est-ce qu'il s'agit d'un accaparement de terre, de travaux forcés? Et d'identifier aussi qui est responsable de cette conséquence, de cette action négative. Et aussi, donc, du coup, on a mis en place un système de suivi de fichiers qui est partagé aux membres de l'ASD et où ils peuvent retrouver toutes ces informations. Donc une fois qu'ils ont la bonne compréhension, on va aussi proposer une priorisation des plaintes. Il faut imaginer que vous avez énormément de plaintes, donc du coup il faut aussi les prioriser. Et on va les prioriser selon donc, la gravité, selon le risque réputationnel pour les membres de l'ASD, mais aussi en fonction de si l'acteur cible est présent ou non dans la chaîne d'approvisionnement. Et pour donc les plaintes prioritaires, on va pousser un peu plus l'analyse. On va aller justement comprendre comment l'acteur qui est cible est lié aux membres de l'ASD en identifiant les acteurs intermédiaires. Donc sur le schéma que vous avez présenté, du coup, les raffineries et les oléos, etc. Et on va aussi s'entretenir avec des parties prenantes externes pour être sûr que que les actions qu'on a pensées soient donc pertinentes et qui va permettre la rémédiation de la situation sur place. Donc une fois fait, donc on est sûr de nos recommandations, on les propose aux membres de l'ASD qui vont l'appliquer le long de leur chaîne d'approvisionnement, et ensuite on va faire justement le suivi des actions entreprises par les acteurs de la chaîne des dérivés. Donc si on revient un peu en arrière, je vous ai présenté aujourd'hui ce qu'a réussi à faire au sein de l'ASD au début, donc de construire un système collectif de gestion des plaintes, mais en réaction.
Et aujourd'hui, on essaye de changer la dynamique, on essaye d'être de plus en plus proactif. Et dans cette dynamique-là, on a créé donc un partenariat avec Nusantara Atlas, qui est maintenant capable, qui nous permet d'identifier des cas de déforestation en temps réel, donc du coup des impacts précoces, et nous permettre de les anticiper et d'éviter que ce soit incontrôlable. Et je laisse du coup la main à David. Merci. Donc, je m'appelle David. Je présente rapidement ma petite société géospatiale, qui travaille vraiment. Nous sommes. Ce qui nous fait lever le matin, c'est d'aller protéger la forêt. Hein. Et donc, on combine la recherche scientifique avec le développement de systèmes de solutions de surveillance de déforestation par satellite. Hein. Ça fait à peu près 20 ans que je fais ça. D'abord, en tant que chercheur, j'ai vécu 18 ans en Indonésie. Ça fait 3 ans que je suis revenu en France. Donc le gros de mon équipe est indonésienne. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que nous étudions les causes de la déforestation, mais aussi des feux de forêt et aussi leurs impacts. Notamment, donc, nous développons le système Nusantara Atlas. Alors c'est un système, vous avez le lien là-haut, vous pouvez l'accéder. C'est un système qui est open access et qui permet à quiconque de localiser précisément les zones où les forêts sont converties en plantations d'huile de palme. Il est conçu pour fonctionner sur desktop, sur mobile phones, et il est actuellement disponible sur l'Indonésie et la Malaisie, qui sont les deux plus gros producteurs. 85% de la production mondiale vient de ces deux pays, mais bon voilà, on va le développer sur d'autres pays. Alors voilà, donc la chaîne d'approvisionnement en huile de palme est complexe car elle implique plusieurs étapes intermédiaires entre la production à la source et l'achat par les sociétés européennes. Les sociétés européennes ne vont pas acheter directement auprès des producteurs, voire même auprès des usines de transformation, d'extraction comme celle ici en Papouasie. Donc là, ici, sur cette photo, vous voyez, les palmiers sont cultivés dans des plantations de monoculture, parfois des plantations gigantesques qui font des milliers et des milliers d'hectares. Et une fois le fruit du palmier récolté, il est ensuite transporté dans ces unités de transformation. Les fruits donc, sont traités, l'huile est extraite et est ensuite vendue à des distributeurs, exportateurs. Il y a plein de dérivés ensuite qui sont créés par là-dessus. Et donc voilà, ensuite ces intermédiaires-là achètent donc, vendent l'huile ou les dérivés aux acheteurs en Europe. Mais donc voilà, donc il y a un problème, c'est assez complexe. Mais grâce au travail donc de transition, nous sommes en mesure, nous pouvons quantifier les volumes d'huile vendus par chaque moulin aux acheteurs en Europe. Donc en fait, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons donc identifier les moulins au quai des Prels auprès desquels les acheteurs en Europe se fournissent. Donc voilà, c'est un exemple de moulin, la plantation, et au fond, vous pouvez deviner la forêt primaire. Donc ce que nous faisons, c'est que nous cartographions déjà la position et l'ownership de tous ces moulins. Il y a à peu près 2200 moulins extraits d'extraction à travers le monde, à peu près 99% de toutes les installations mondiales. Et donc l'idée, c'est qu'en comprenant quel moulin contribue à un risque accru de déforestation, les acheteurs peuvent ensuite cibler ces entités-là et ensuite pour engager des discussions éventuellement avec leurs fournisseurs, faire cascader l'information jusqu'au moulin. Donc d'abord des discussions et puis voir des sanctions, voire même les exclure carrément de leur chaîne d'approvisionnement. Donc pour arriver à ça, donc, au début nous proposons un tableau de bord d'alerte qui permet donc automatiquement, qui est mis à jour toutes les semaines. Donc toutes les semaines, il y a l'info qui rentre sur la déforestation pour aider à prioriser les moulins sur lesquels concentrer les efforts en révélant les principales installations qui posent problème ou donc là où il y a une déforestation qui se produit actuellement. Et donc nous accordons, là j'ai pris ce moulin-là parce que nous accordons un poids le plus important pour les moulins qui sont situés à côté des aires protégées, comme celui-ci. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point-là dans ma dernière slide. Donc comment on procède? Au début, il faut d'abord déjà savoir un petit peu quelles sont les plantations, l'étendue des plantations qui sont autour de ces moulins-là.
Mais on ne fait pas que ça, l'étendue, mais aussi l'état de santé des plantations, pour essayer de comprendre un petit peu. L'idée, c'est en gros de modéliser la production avec ces cartes-là. Donc nous avons toute une batterie d'outils, nous sommes vraiment spécialistes d'analyse de télédétection. Nous utilisons aussi beaucoup les nouveaux ordinateurs planétaires pour monter l'échelle, donc créer de l'information sur des pays. Et nous publions nos méthodes, c'est important pour pouvoir valider, finalement, faire valider par nos pairs toutes ces cartes qu'on crée. Donc voilà, par exemple, le moulin. Donc vous avez des plantations ici en jaune. Ce sont les plantations de palmiers à huile de petits et de gros producteurs. Les petits producteurs produisent à peu près 40% de la production mondiale et 60% pour les gros producteurs. Ensuite, nous rajoutons par-dessus donc les cartes des forêts pour savoir les risques, les zones des forêts qui encourent des risques de déforestation. Nous caractérisons aussi les forêts avec la hauteur d'arbre, la biomasse, pour essayer de comprendre un petit peu la qualité de cette forêt-là. Et donc du coup, nous travaillons principalement à surveiller les forêts primaires, en fait, c'est-à-dire les forêts qui ont sur ce diagramme-là des densités de high density forests, comme on dit, ou de medium density forests. Donc, ce que nous faisons aussi, c'est que nous recensons l'ensemble de la déforestation historique en annuel à partir de 2001, liée à l'expansion des plantations. Donc en fait, c'est que chaque année, à chaque point, chaque pixel, en fait, nous pouvons dire telle a été la déforestation et quelle part de cette déforestation a été causée par les plantations. Mais nous mesurons aussi la déforestation en temps réel, disons en temps quasi réel, c'est-à-dire toutes les semaines. Toutes les semaines, une information sur la déforestation. Donc pour cela, nous fusionnons plusieurs types d'alertes, des satellites radars, des satellites optiques. Radar permet de pénétrer à travers les nuages, tandis que l'optique ne peut pas. Nous filtrons les alertes parce que le satellite ne fait pas la différence entre un arbre coupé d'une plantation et une forêt primaire. Et puis nous fournissons aussi des analyses annuelles possibles sur demande mensuelle sur la cause de cette déforestation. Le satellite ne le dit pas. Donc si la déforestation a été causée par, dans ce cas précis, les plantations. Pour conclure, j'ai choisi de présenter ce moulin en particulier. Donc ce moulin ici, là, que vous voyez, donc c'est à Sumatra. Ce moulin-là, pourquoi? Parce qu'il revêt une importance particulière. Pourquoi? Parce qu'il y a actuellement beaucoup de déforestation autour de ce moulin-là. Mais de plus, il est situé à proximité d'une aire protégée qui est dans cette limite en vert là, qui est vraiment une aire protégée de premier plan. Pourquoi? Parce qu'elle protège 1000 orang-outans. C'est la plus grande densité au monde d'orang-outans. Pourquoi? Parce que c'est une forêt qui a beaucoup d'arbres fruitiers dont se nourrissent les orang-outans. Et elle joue également un rôle essentiel pour les changements climatiques car c'est un puits à carbone, car ces forêts-là, ce sont des forêts de tourbières. Et donc le carbone qui est dans le sol. Et si vous défoncez cette forêt-là, vous aurez des problèmes qui vont durer pendant 20-30 ans, puisque tous les ans, il y aura des feux, ensuite des émissions, des pollutions atmosphériques. Donc c'est vraiment une aire protégée absolument à préserver. Elle est encore relativement intacte, sauf que depuis un an, eh bien, il y a une déforestation qui augmente. Et dans cette séquence-là d'images satellites, la fréquence est quotidienne et elle montre, enfin mensuelle, et elle montre donc une déforestation récente. Donc en fait, l'idée est donc de demander aux acheteurs de prendre contact avec ce moulin-là et d'entrer en discussion, de demander au moulin d'arrêter, ou enfin de ne pas acheter auprès de producteurs qui défrichent dans la réserve naturelle, voire carrément d'exclure ce moulin-là. Je vous remercie. Bien, à mon tour, je vais vous présenter un peu un retour d'expérience. Donc, moi, je représente CEPI, qui est une société filiale du groupe Air Liquide. CEPI est une société d'environ 800 salariés. Notre métier, c'est d'acheter des matières premières issues des filières végétales ou même du pétrole, de les transformer en ingrédients qui sont orientés vers les marchés de la cosmétique pour les 2 tiers de nos activités et le dernier tiers vers les marchés de la pharmacie, de la nutrition.
On n'achète pas de l'huile, on achète des dérivés d'huile de palme. Cepic achète 70 ingrédients différents, tous issus de l'huile de palme et issus de différentes étapes de transformation. Donc nous sommes la 4e, 5e ou 6e étape de transformation d'une filière complexe telle qu'on l'a vu ici. Cepic fournit une grande part de ces ingrédients auprès de l'industrie cosmétique, d'autres industries de la pharmacie qui ont un risque réputationnel très élevé. Nous-mêmes, au sein d'Air Liquide, avec un risque réputationnel très élevé également. On a une implication et une contribution pour le renforcement de la filière palme depuis une dizaine d'années. Ça a été très progressif. Je travaille moi-même au sein de la direction RSE, qui est une petite équipe qui reporte à la direction générale, qui donne aussi une impulsion pour que ce soit source de changement, source d'ajustement dans nos pratiques sur l'ensemble de l'entreprise, et notamment pour orienter les travaux de la direction des achats, de la direction des opérations sur tous les sites industriels, et de mettre en place des politiques d'achat, des politiques de traçabilité dans nos sites industriels, etc. Donc étape par étape, et depuis une dizaine d'années, d'abord d'acheter des matières qui soient certifiées RSPO sur un modèle dit mass balance, à savoir donc d'équivalent de volume correspondant à des respects liés à l'environnement ou aux droits des personnes en amont de nos filières. Pour autant, ce modèle mass balance ou d'équivalent de volume ne suffit pas à tracer le flux physique des matières jusqu'au moulin ou jusqu'aux plantations. Donc on s'est doté depuis 3 ans d'autres outils en rejoignant le collectif ASD, comme une trentaine d'autres entreprises du secteur cosmétique, de manière à aller plus loin, de manière à contribuer de manière encore plus précise, tracée et contributive au renforcement de cette filière, ce qui va nous servir pour donner de la garantie à nos clients, ce qui va nous servir et qui nous sert pour être alignés aux exigences des lois européennes et internationales qui se cumulent année après année, et on va voir de différentes manières. Donc, pour donner l'exemple de Cepic dans les travaux proposés par ASD, donc les travaux d'enquête auprès de nos fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs, jusqu'au moulin, on arrive à tracer jusqu'à 85-90% des volumes jusqu'au moulin. Et si on remonte au-delà, au niveau des plantations, on arrive à tracer entre 40 et 60% des volumes jusqu'au niveau des plantations. Et à partir de là, ça nous permet d'avoir une maîtrise, une connaissance d'où viennent nos produits. Et pour reprendre ce cas des traitements des plaintes, ça nous permet de situer si nous-mêmes sommes connectés avec certains des moulins pointés par ces types de plaintes. Et auquel cas, nous avons donc une procédure interne qui vise à solliciter nos fournisseurs, les amener à investiguer dans leur propre filière en pointant ce lien entre l'un de nos fournisseurs et l'un des moulins concernés par la plainte. Et s'ils étaient donc concernés, de leur demander d'exclure les moulins qui sont pointés par la plainte, et si le cas de plainte est légitime par des cas avérés de difficultés sur le terrain. Donc ça, c'est l'un des premiers bénéfices de la maîtrise de nos filières par la traçabilité. Et très clairement, ces outils complémentaires et ce que pointent les travaux de nos Antara Atlas permettent également d'aller plus loin, puisque traiter une plainte une à une, c'est très fastidieux. Sur une année, on peut en traiter peut-être plusieurs dizaines. Maintenant, la vérification à une autre échelle sur plus de 2000 moulins permet d'avoir une approche systématique, d'avoir une approche qui est d'abord proactive et de ne pas attendre qu'il y ait une plainte qui vienne vers les sociétés. Et puis ça va être un outil qui nous permettra ensuite d'adresser d'autres enjeux, notamment des enjeux la loi de non-déforestation, Alice l'a mentionné. Donc ça va être aussi un moyen à terme de nous préparer aux autres enjeux qui vont se présenter aux sociétés, et puis de les cascader auprès de nos clients, donc de rendre compte de ce que l'on peut assurer dans les matières que l'on fournit à nos clients, que ce soit cosmétique ou pharmacie.
allant vers une amélioration continue. Donc on n'est pas dans un système sans faille, mais on est dans un système qui s'améliore d'année en année et qui nous permet de nous préparer aux attentes des lois diverses et variées. Voilà un petit peu notre retour d'expérience à ce stade. Merci. Merci Jérôme. Comme tu viens de le dire, malgré donc la mise en place de procédures robustes, les entreprises continuent de se heurter tout de même à des défis en lien avec la mise en place de tels mécanismes. Le premier, c'est la difficulté d'identifier les cas, notamment les cas de violation des droits humains. C'est plus difficile, on ne peut pas les observer par satellite. Les entreprises aussi doivent gérer une quantité de cas qui leur demandent de devoir prioriser les différentes alertes et les plaintes, et aussi leur demandent des ressources en interne dédiées. Les entreprises se confrontent aussi à la non-obligation des fournisseurs à répondre à leurs sollicitations, et cela est particulièrement le cas quand il y a des filières avec une concentration sur certains acteurs qui ne sont pas particulièrement proactifs. Et enfin, sur certaines filières qui sont particulièrement opaques et peu matures, comme ça peut être par exemple le cas sur les minerais, il est vraiment difficile d'identifier et de résoudre les différents cas identifiés. Donc comment... je reste sur ce slide. Donc comment une entreprise peut passer à l'action ? Ce que nous, on propose, c'est de déjà connaître sa chaîne de valeur et de tisser des liens forts avec ses fournisseurs, de mettre en place une gouvernance adaptée, de maintenir ou créer un dialogue avec les différentes parties prenantes et de communiquer sur les mécanismes mis en place par l'entreprise en externe dans une optique d'amélioration continue. Mais aussi, et c'est le plus important puisque c'était aussi ce qu'on a essayé de démontrer aujourd'hui avec le cas de l'ASD, on invite les entreprises à collaborer avec leurs pairs de façon soit bilatérale, soit au sein d'initiatives collaboratives, parce qu'on voit bien que ça permet d'aller plus loin qu'une entreprise seule. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette présentation aura pu vous apporter des éléments utiles pour vos réalités respectives. Et place aux questions. Alors, je ne sais pas... Tout d'abord, merci à tous. Ma question va plutôt vers Nusantara. Est-ce qu'il y a une volonté de faire évoluer l'outil vers les plantations de soja aussi, plus particulièrement sur la forêt amazonienne aussi Alors, pourquoi pas nous n'avons pas la spécialité actuellement, mais nous y pensons puisque d'autres groupes scientifiques ont déjà développé de cartes de soja assez détaillées. Donc, parce que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, toutes ces cartes d'expansion d'huile de palme, tout ça, c'est un travail qu'on a développé sur plusieurs années lors de mes, positions professionnelles précédentes, dans des centres de recherche ou dans des ONG. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc si on devait recréer des cartes de soja en annuel, par exemple, à partir de zéro, ce serait difficile. Mais comme il y a eu des récentes publications, on y songe. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas eu le temps de nous y pencher. Bonjour, Olivier Delannoy, Société Pure. Merci pour les présentations. Vous avez évoqué la part des petits planteurs de la chaîne palmier à huile, je crois 40% à l'échelle mondiale, vous disiez. Est-ce que le fait qu'il soit aussi prééminent complique le travail de traçabilité? Et je pense notamment au règlement européen EUDR. J'ai beaucoup vu dernièrement que, je crois que c'est la RSPO qui mettait en garde sur le risque que, pavé de bonnes intentions, ça faisait peser le risque d'exclure certains petits planteurs qui
n'avaient peut-être pas les moyens ou la capacité de démontrer une traçabilité à l'origine. Alors oui, tout à fait. Pour les petits producteurs, il est beaucoup plus difficile d'investir dans des outils pour justement tracer donc, du coup, leur régime jusqu'au moulin et inversement. Donc il est plus difficile d'identifier en effet les plantations de petits producteurs. Et vous avez répondu aux questions en même temps que vous avez posé la question. Et donc, du coup, en effet, se pose le problème avec du coup, la réglementation de... Est-ce que cette réglementation va exclure les petits producteurs du fait justement de ce manque de ressources? Mais quelques éléments de réponse là-dessus. Il y a justement des groupements, des coopératives justement de petits producteurs qui pourraient justement se monter pour justement mutualiser les ressources sur cet enjeu justement. Et au sein de la RSPO aussi, il existe des grades de certification accompagnant du coup les petits producteurs à la certification. Et donc pour prendre en compte justement cet enjeu-là. Mais en tout cas, en effet, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un défi pour les petits producteurs de répondre à cette loi. Ouais, et... Alors, effectivement, c'est un risque. Et d'ailleurs, ça existe déjà, hein, puisque si on prend le cadre de RSPO, déjà, les moulins RSPO, certifiés RSPO, tentent à exclure les petits planteurs de leur chaîne de valeur. En fait, on a un article actuellement en relecture qui montre ça. On a pris un sample de moulins en Indonésie, et la moitié de ces moulins, qui donc certifiés RSPO, la moitié de ces moulins ne sourcent absolument pas auprès des petits planteurs, et les moulins qui sourcent ne sourcent que 6% des volumes totaux qu'ils exploitent. Et donc, en fait, ce problème-là existe déjà. Donc, c'est clair que les UDR risquent de faire exactement la même chose. Voilà. Mais il y a, alors, je sais qu'il y a certaines sociétés qui travaillent avec des porteurs de projets, par exemple des ONG, sur le terrain, pour, sourcer donc responsablement au point de vue de la déforestation, mais aussi pour essayer d'inclure les petits planteurs. Donc il y a actuellement des projets en cours, mais c'est un risque. Et ça existe déjà fondamentalement avec la RSPO. Donc juste pour rebondir là-dessus, tu voulais peut-être... du coup, vraiment la question qui se pose, c'est est-ce qu'on s'approvisionne de zones conformes? Et il existe du coup différentes solutions pour cela. Donc vous avez cité en effet l'exemple de la certification, mais l'exemple aussi utilisé par David sur les zones aussi, enfin, des projets terrain qui justement pourraient justement inclure des petits producteurs et donc du coup les faire rentrer justement dans ce système-là, ou carrément de penser à des approches juridictionnelles, donc avec les gouvernements locaux pour justement avoir toute une zone qui serait justement conforme, donc exemple de déforestation, et qui pourrait justement répondre à ces exigences. Donc voilà, donc c'est pas que la certification, c'est un exemple aussi, c'est un ensemble justement de différentes solutions. Oui, et moi je voulais juste ajouter quelque chose sur, comme élément de réponse sur la question sur le soja. Je voulais juste dire qu'au niveau de transition, on a lancé un pilote d'ASD également pour les dérivés de soja. Donc on en est encore tout au début, on en est à la connaissance de la chaîne de valeur, mais voilà. Donc on n'en est pas encore à l'identification des cas par satellite, mais voilà, on y pense. Après, sur le soja, il y a aussi la stratégie nationale de lutte contre la déforestation au niveau du ministère français qui a donc du coup travaillé avec Trace pour justement un peu identifier les producteurs et le risque lié à ceux-ci. Donc si vous voulez creuser, il y a déjà des données publiques qui pourront justement être utilisées, pourquoi pas, par nous Santara à la place. Bonjour, Olivier Lejeune, du média spécialisé Quantum Commodity Intelligence, en anglais, du coup. J'avais une question pour CEPIC et une autre pour David. La première, c'était de savoir comment est-ce que vous anticipez la directive européenne, la régulation européenne sur la déforestation. Est-ce que vous avez tous les outils en place pour répondre aux exigences légales? Et celle pour David, c'est une question plus générale sur la déforestation en Indonésie qui est quand même fortement en baisse depuis plusieurs années. Est-ce que vous pensez que le gouvernement indonésien a pris mesure du problème
ou est-ce qu'il y a encore des améliorations de ce point de vue-là? Voilà. Alors pour ce qui est de la vérification et du reporting à avoir face à la Commission européenne qui sera mise en application début janvier 2025, les outils qu'on vient de voir là permettent un niveau de vérification sur une part importante au niveau des moulins. Une part importante, ça veut dire qu'on n'est pas à 100%, et ça veut dire également qu'on est au niveau des moulins, on n'est pas au niveau des plantations. Donc effectivement, on a besoin de développer des outils complémentaires ou faire entendre à ceux qui vont appliquer la loi qu'en l'état, personne n'est en position d'y répondre strictement. Donc ça, c'est un premier point sur l'outillage. Donc, partant de là, on peut aussi avoir des influences sur nos tierces parties. CEPIC est membre de RSPO et certifié RSPO. Hein, ça veut dire qu'on n'est pas seulement certifié, mais qu'on a un rôle contributeur d'ajustement du mode de fonctionnement de ce standard. Et collectivement, avec l'ensemble des membres ASD, on a monté des propositions visant à modifier le standard des principes et critères qui s'imposent aux producteurs, notamment, de manière à ce qu'ils soient davantage accompagnés et évalués concernant notamment la géolocalisation et le reporting. L'idée, c'est de pousser RSPO, étant le standard incontournable pour la palme en Europe. 95% de la palme et dérivés de palme importés en Europe est certifié RSPO. Et parmi les membres d'ASD, nous sommes quasiment tous et membres et certifiés. Donc ça, c'est un premier point. Donc de consolider les outils existants, de pousser les standards existants à se rapprocher des exigences de la loi. En parallèle à ça, on a, au travers du syndicat des fournisseurs d'ingrédients de cosmétiques, on fait état auprès de la Commission européenne de ce que nous savons faire à date, donc qu'ils en prennent note, et ensuite on sera en position de discuter notamment avec le ministère en charge de l'application de cette loi, s'il est possible de trouver des ajustements, peut-être des souplesses, en tout cas des modalités pour que la loi soit applicable en l'état. Je leur dis, pour les dérivés de palme, ce que nous consommons en masse, je ne connais pas d'acteurs privés qui soient en position de répondre aux exigences de la loi à date. Voilà un peu pour une position du secteur privé. Donc, si on prend l'Indonésie, la Malaisie, les deux gros producteurs, 85% de la production mondiale d'huile de palme, entre 2001 et 2022, dans ces deux pays-là, il y a eu environ 13 millions, presque, disons 14 millions d'hectares qui ont de forêts primaires qui ont disparu. C'est à peu près un pays, là, c'est plus grand que la Grèce, en gros, hein, c'est disons un pays, une surface équivalente comme la Grèce. Et sur ces 14 millions d'hectares, 30%, un tiers ont été causés par l'expansion de l'huile de palme. Ça reste quand même la première cause. Après, il y a les feux, il y a d'autres, les plantations de pâte à papier, etc. Il est vrai que... Alors, Alice montrait une slide tout à l'heure où la déforestation tropicale en 2022 au niveau mondial a augmenté de 10% par rapport à 2021. C'est vrai qu'en Indonésie et en Malaisie, on est plutôt à une tendance à la baisse. Par exemple, en 2022, on a eu 200 000, alors les chiffres, bon, le gouvernement indonésien dirait plutôt 120 000, mais on pense que c'est plutôt 200 000 hectares qui sont disparus, mais par rapport, par exemple, à 2015, où c'était plutôt 1 million d'hectares. Et donc, à partir de 2017, en fait, on a vu vraiment une diminution vraiment drastique de la déforestation en Indonésie et en Malaisie. La déforestation causée par l'expansion des plantations d'huile de palme, elle, a atteint des sommets en 2012. On était à peu près à 200 000 hectares par an. Et depuis 2012, on assiste à une diminution lente mais continue. Jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près à 20 000 hectares par an. Donc pareil, l'huile de palme défriche
beaucoup moins aujourd'hui qu'à l'époque. La question, est-ce que ça va reprendre, oui ou non? Quelles sont les causes de cette diminution? Donc, en fait, c'est un ensemble de choses. Il y a eu, pendant longtemps, il y a eu les prix du CPO qui ont fortement diminué. Mais en 2021 ou 2022, les prix ont réaugmenté, mais la déforestation a continué à diminuer. Donc, il y a eu une décorrélation avec les prix, ça c'est plutôt bien. Des actions du gouvernement aussi, qui a mis des moratoriums en place, mais aussi des actions de la pression. On parle de l'IUDR, mais déjà, il y a eu des engagements NDPE, enfin, il y avait plein d'engagements qui mettaient pression sur les gouvernements pour régler le problème de déforestation. Donc c'est un ensemble de choses. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement indonésien a pris la mesure que c'est important, même pour avoir une réputation au niveau mondial. Hein, ils veulent montrer l'exemple quelque part. Mais si on prend au cas par cas, on se rend compte qu'il y a encore de gros problèmes, notamment dans les aires protégées, comme celle que je viens de montrer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, encore, on puisse assister à la destruction d'habitats aussi importants, que ce soit pour la faune, la flore, que pour le climat. Ça devrait être totalement interdit, par exemple, de transformer les forêts de tourbières en plantations, et ça continue à un rythme moins soutenu, mais ça continue encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est à double tranchant. Il y a eu beaucoup d'améliorations, et puis aussi tout le travail de traçabilité, tous ces systèmes de monitoring par satellite auxquels on a accès aujourd'hui. Cette technologie permet maintenant, il y a encore 5-10 ans, on mettait longtemps à savoir ce qui se passait, plusieurs mois. Maintenant, c'est très réactif. Donc tout ça, ça joue. C'est tout un ensemble de choses. Mais il y a encore beaucoup, selon moi, de travail pour arriver à stopper net cette déforestation-là. Et puis aussi restaurer les zones dégradées, puisqu'il y a beaucoup de zones dégradées qui ont besoin d'être restaurées. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur la quantification de l'impact. Déjà, pour votre outil satellite, est-ce que vous êtes en lien, du coup, directement, j'ai cru comprendre, vous travaillez avec ASD, etc., mais vous êtes en lien, du coup, directement avec des entreprises, et auquel cas, est-ce que vous quantifiez un peu, telle entreprise a repéré tel endroit, et donc maintenant, est-ce qu'il y a un lien de corrélation avec peut-être un arrêt de la déforestation à certains endroits et l'action que vous menez? Et pour monsieur et CEPIC, ma question, c'était, vous avez parlé du mécanisme de plainte, etc., donc à l'heure qu'il est, vous avez eu combien de plaintes? Quels sont les résultats? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Enfin, des exemples un petit peu d'actions positives et de résultats, si vous avez tout ça un petit peu en tête. Et dernièrement, sur l'huile de palme, est-ce que vous avez pensé tout simplement à une transformation un peu du business model et de aussi faire appel à d'autres produits que l'huile de palme? Voilà. Alors merci pour ces questions. Je vais commencer par la dernière, de savoir s'il est opportun ou non d'avoir une stratégie pour remplacer l'huile de palme par d'autres. L'huile de palme a des rendements hectares qui sont 4 à 10 fois supérieurs à ceux des autres options d'huile intéressantes pour nos produits en termes de chaîne carbonée. Donc ça veut dire que si on part de l'huile de palme vers de la coco, du tournesol, du colza ou d'autres options, on va multiplier par 3, 4, 5, 6 les surfaces au sol pour les produire. Bon, je ne crois pas que ce soit... en moyenne, je crois. Je ne crois pas que ce soit une... c'est une option pour très peu de gens. Moi, je connais qu'une société qui a cette stratégie. D'autre part, il y a des sociétés qui ont une stratégie de ne pas augmenter la surface au sol agricole. Donc, clairement, de ne pas aller dans ce sens-là. Donc, la filière palme, certes, a une image qui pose question. Pour autant, c'est l'une des filières qui est la mieux renforcée de par tous les outils qu'on cite ici. Ça veut dire qu'on est dans cette filière-là en position de faire encore mieux et plus rapidement que dans d'autres filières. Donc il vaut mieux la renforcer encore que d'aller chercher des options tierces. Maintenant, l'huile de palme a des avantages intrinsèques évidents de type de chaîne carbonée utile à nos métiers. On achète 70 molécules différentes issues d'huile de palme, donc on ne remplace pas du jour au lendemain 70 molécules différentes. C'est tout notre sourcing, c'est toute la richesse des matières que l'on valorise pour faire des ingrédients chimiques qui rentrent dans des milliers de produits différents
de typologies de produits finis différents. Donc ça, c'est un peu notre position. On renforce ce qui est existant, qui fonctionne bien, même s'il y a des limites, même s'il y a des critiques, même si c'est ambigu. Concernant vos autres questions, je vais vous demander de les répéter. Alors, c'est de l'ordre de plusieurs, ça peut être plusieurs dizaines sur une année. Maintenant, on ne les gère pas de manière individuelle, on les gère de manière collective, justement, de voir si les sociétés telles que Cepic ou telles que d'autres sociétés de cosmétiques sont connectées à des moulins qui seraient incriminés au conditionnel. Le fait est que le produit étant transformé et circulant de manière liquide au travers de différentes sociétés fait que la matière qui possiblement arrive chez Cepic, elle arrive possiblement également chez nos concurrents, chez d'autres sociétés. Donc en fait, on est de très nombreuses sociétés qui possiblement sommes connectés avec un moulin incriminé. Donc c'est bien d'avoir une analyse consolidée, et c'est aussi ce que fait ASD, pour donner une réponse unique et consolidée pour les différentes sociétés qui peuvent être concernées. Après, la manière dont on traite ça, c'est la procédure que j'ai mentionnée, à savoir solliciter nos fournisseurs pour investiguer, c'est-à-dire de vérifier si ça se confirme ou non, et si ça se confirme, de leur demander de les exclure. Voilà la démarche que l'on a. Et on a un outil de suivi des réponses de nos fournisseurs sur la manière dont ils traitent les cas. Et dans la très grande majorité des cas, ils répondent favorablement, soit à exclure, soit bien, généralement ils ont déjà exclu, ils ont déjà identifié le cas avec leur propre source d'alerte également, puisque nos fournisseurs ont également des systèmes d'alerte et de vérification qui leur sont propres. Ça répond à votre question. Et il y avait une question sur l'impact. Je commence, David, si tu veux. Okay. Du coup, avec nous, Center Atlas, on a développé une méthodologie qui permet d'analyser, si vous voulez, la quantité qui arrive dans la chaîne des membres qui soit donc DCF, donc Deforestation and Conversion Free. Donc en termes d'impact, on est capable à la fois de détecter les endroits où on a observé une conversion de la forêt, mais les endroits où aussi justement il n'y a pas conversion. Donc si vous vous en souvenez du moulin avec du coup un petit cercle autour, donc du coup on est capable d'évaluer dans justement ce qu'on appelle la catchment area du moulin, si ou pas il y a de la conversion ou pas de forêt. Voilà, je sais pas si tu veux... Je voulais juste rebondir sur le changer de business model. Moi je crois beaucoup à la production d'huile de palme en agroforesterie. Les producteurs restent un peu frileux par rapport à ça parce qu'ils ont peur que, en gros, on mélange des arbres forestiers à une plantation, donc c'est plus du tout une plantation de monoculture. Et les producteurs sont assez frileux puisqu'ils ont peur que les rendements baissent. Mais ceux qui ont déjà des plantations qui sont vieillissantes, qui ont 20-25 ans d'âge, et donc qui doivent couper les vieilles plantations pour les replanter, se rendent compte que il faut changer de modèle puisque finalement les rendements baissent de toute façon puisque les sols s'appauvrissent beaucoup. Il y a eu beaucoup d'usage d'engrais, de pesticides, et donc l'agroforesterie semble être la solution dans la mesure où là je me base sur un article scientifique très sérieux qui a été publié dans Nature au mois de mars qui montre que il est possible de préserver les rendements finalement en intégrant des îlots forestiers dans la plantation de monoculture. Ces îlots forestiers finalement sont très bénéfiques au rendement, ils améliorent les sols, les pollinisateurs reviennent, et puis la biodiversité aussi. Et donc c'est un article qui vraiment donne espoir puisqu'il montre que c'est possible finalement de continuer à garder des rendements assez élevés tout en intégrant des îlots forestiers et donc améliorer la biodiversité autour. Je pense que l'huile de palme est là pour rester, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure. Les rendements sont tellement élevés, à moins que nous arrêtions tous d'acheter des produits d'huile de palme. Je pense que la sobriété est aussi à l'ordre du jour, mais ça ne va pas partir du jour au lendemain, il faut être réaliste. Donc
voilà, c'est une piste très intéressante. Et les producteurs donc, qui ont des vieilles plantations se rendent compte qu'il y a une limite à leur modèle et donc il faut trouver des solutions. Voilà. Alors, je crois que c'était la dernière question. Merci. Je suis pas sûre. Non, c'est non. On me dit non. Je suis désolée. Peut-être à la sortie de la salle, on peut répondre à la question. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez nous retrouver transition stand 38. Voilà. Merci.